Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. Des partis au pouvoir de plus en plus forts, des partis d'opposition de plus en plus faibles. Conséquence, on assiste ça et là sur le continent à l'érection des États forts, c'est un euphémisme. L'Afrique a-t-elle des intolérances à la pilule démocratique? Les partis d'opposition sont-ils en déclin? Question à appliquer à la convergence patriotique panafricaine, CPP d'Adrien Beliki à côté. Bonjour, monsieur à côté. Bonjour Gilles. Monsieur Beleki à côté, journaliste, syndicaliste togolais. Il a dirigé pendant plusieurs années la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, la CSTT, qui est devenue depuis son départ, on va dire, un champ de ruines, comme quoi l'alternance a parfois ses revers. Adrien à côté a également été le secrétaire général adjoint de la branche Afrique de la CSI, la Confédération syndicale internationale. Depuis peu, il a affiché sa facette politique au sein de la Convergence patriotique panafricaine dont il est devenu président national. Bien sûr, vous avez bien tracé mon itinéraire. D'abord, j'ai été pendant longtemps aussi secrétaire général du syndicat des journalistes de la presse d'État avant d'aller à la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Et aujourd'hui, je suis en politique, mais cela ne voudrait pas dire que je ne faisais pas de la politique en étant dans le mouvement syndical. On était déjà dans des partis politiques et on se battait pour l'émergence d'une classe politique avec de nouvelles idées. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat dans la seconde partie avec des questions écrites via WhatsApp, au numéro qui défile à l'écran, plus 228 96 46 10 31. 228 96 46 10 31 pour être avec nous dans ce débat. Et comme beaucoup l'ont remarqué, hein, vous avez passé une longue partie de votre carrière dans le syndicalisme, donc je voudrais commencer par là. Pourquoi les syndicats en Afrique, surtout subsaharienne, ne pèsent plus lourd dans les débats pour l'amélioration des conditions des travailleurs? La question est pertinente, Gilles, et c'est un constat que tout le monde fait, mais il y a des causes lointaines à ce problème que nous vivons aujourd'hui. Il y a des causes aussi très, très, très proches. Les causes lointaines, si nous nous référons à comment les syndicats sont nés même dans les pays subsahariens, c'était une bataille des syndicats européens lors de la colonisation sur le continent africain. Dans les pays francophones, vous allez constater que c'était la CGT et la CFTC. Dans les pays anglophones, c'était la TUC. Et la grande différence qui existait, c'est que la TUC de tendance monosyndicaliste a toujours conservé cette tendance dans les pays anglophones. Par contre, dans les pays francophones, la bagarre entre les deux et même les trois syndicats à l'époque a fait que nous avons mis beaucoup de syndicats dans nos pays. Donc ça, c'est des causes lointaines. Mais les causes les plus proches maintenant, c'est que nous avons connu dans beaucoup de pays un émiettement fort des syndicats, ce qui a affaibli le mouvement syndical. Quand je prends par exemple le Togo, je prends dans l'éducation, nous avons 8 fédérations. Je prends dans la santé, un grand certain nombre de fédérations également. Nous avons en tout 6 à 7 confédérations qui se partagent la force syndicale sur le terrain. Donc l'émiettement est une cause, est une grande cause également du mouvement syndical en Afrique. 2, le mauvais choix des fois des dirigeants. L'expérience a prouvé qu'il y en a qui se battent pour prendre la tête du syndicat, non pas pour faire le travail, pour remplir les fonctions essentielles du syndicat, mais des fois pour paraître et secondaire également pour les besoins de la cause personnelle. Il y a aujourd'hui un problème réel auquel doivent faire face tous les syndicats, c'est la professionnalisation du mouvement syndical. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde syndical, qui était de 3 tendances internationales, s'est retrouvé en 2006 avec une seule tendance en tant que telle. Pourquoi? Parce que le constat a été fait que l'émiettement, le pluralisme dont on parle avec la Convention 87 est un pluralisme qui crée plus de problèmes
que de donner des solutions. C'est pour cela que les grandes organisations syndicales, après discussion entre elles, ont compris le message et le 1er novembre 2006, on a mis en place la Confédération syndicale internationale à Vienne. Et cette confédération voulait regrouper toutes les forces des travailleurs. Je donne un exemple. Le Nigeria, avec plus de 10 millions, 15 millions de forces des travailleurs, n'a que 2 grandes confédérations. Le Ghana, à côté ici, n'a que 2 grandes confédérations. Mais au Togo, nous avons à peu près 7. Au Burkina, n'en parlons plus. Dans certains pays, mais on en a jusqu'à 400. C'est pour cela que la CSI, à un moment donné, a invité beaucoup de syndicats, surtout des pays francophones, à réfléchir sur le mode de fonctionnement. Nous parlons de la Convention 87, la liberté syndicale, mais ne tombons pas dans le revers de la Convention 87. Mais c'est ce qu'on a noté dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, l'émiettement a affaibli les syndicats. Ça, c'est le premier point. Le second point, la professionnalisation. Quand vous prenez tous les pays anglophones, ils ont déjà professionnels au sein des syndicats. Des économistes qui analysent tout ce qui concerne l'économie, des statisticiens, des agronomes, des juristes. Mais par contre, dans les pays francophones, ça manque. Ça manque. C'est pour cela que lorsque vous parlez des pays, des syndicats qui ne pèsent plus, non, les syndicats pèsent dans beaucoup de pays, mais sont devenus très faibles. Dans les pays francophones. Dans les pays francophones, surtout. Vous avez évoqué le facteur leadership. Je donnais tantôt votre exemple à la CSTT. Depuis votre départ, on a assisté donc à ce que vous avez appelé l'émiettement, des guerres, de positionnement. Ça veut dire quoi? C'est vous qui n'avez pas assez bien préparé votre Dauphinat? Non. La question n'était pas comme ça. J'ai passé 18 ans à la tête de l'organisation. Et à un moment donné, j'ai décidé de partir. Déjà, ça devait avoir lieu en 2005. Et les gens m'ont dit, mais vous n'avez préparé personne. Celui qu'on avait préparé avait choisi une autre voie. Donc, j'ai passé encore 4 ans. Or, je ne pouvais pas être à l'étranger avec ma nouvelle fonction et être également au Togo. Malheureusement, je l'assume. Le choix peut-être est mauvais, mais tout s'apprend. Lorsque, Gilles, on vous demande d'assumer certaines responsabilités, à vous de savoir le cap à donner, la vision à avoir. Mais si vous êtes là tout juste pour les caisses et surtout pour les projets qui viennent, on ne peut avoir que des résultats de ce genre. Donc, c'est vrai qu'il y a des mauvais choix. Tout récemment, il y a eu un congrès au Niger. Le secrétaire général, qui est un ami, a quitté la tête de l'organisation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, en tenant compte de ce qui s'est passé au Togo avec moi, il est devenu président d'honneur et il est chargé des activités internationales. Ce qui veut dire qu'il est toujours en plein avec eux pendant un certain nombre d'années d'abord, avant de complètement quitter. Ici, reconnaissons-le, à la CCT à l'époque, il y avait des gens qui n'étaient pas là pour le syndicat. Et qui n'avaient aucun niveau de comprendre les changements qui arrivaient au syndicat. Ils étaient là pour leur suivi. Vous comprenez les difficultés de l'alternance? Non, ce n'est pas une affaire de difficulté de l'alternance, non. Non, ce n'est pas une affaire, il faut avoir l'alternance. C'est une expérience que la CCT vit, mais je pense que les responsables d'aujourd'hui doivent prendre à cœur ce problème, au lieu de se cacher derrière l'hypocrisie que je vois chez eux aujourd'hui. Est-ce que la fragilité syndicale n'a pas un lien avec le début du déclin des partis d'opposition? Non. Non, je ne dirais pas. Non et oui. Vous savez que les partis politiques recrutent dans la population. Les syndicats recrutent dans les entreprises. Et c'est les syndicats des gens adultes qui jouent ce rôle, qui sont aussi dans les partis politiques. Ce qui est arrivé aux syndicats, l'émiettement, arrive aussi aux partis politiques.
Si nous prenons le Togo, nous avons 122 partis politiques aujourd'hui. Mais même plus, apparemment. Apparemment, oui, mais moi je sais qu'officiellement, c'est comme dit, c'est 122. Pourquoi faire? Et les dernières élections, la dernière rencontre que nous avons eue à la concertation a montré que des partis qui sont là, mais qui ne font pas d'activité. Puisque le premier critère qu'on a défini, c'est tout parti politique qui a participé à l'une des 3 dernières élections. Tout parti politique. Sur les 122, il n'y a eu que 21. Donc il y a eu plus de 90 partis qui ne sont pas sur le terrain. Ils sont sur le terrain, sur papier, mais qui ne font pas d'activité. Donc il faut repenser aujourd'hui les partis politiques, parce que le thème de votre débat d'aujourd'hui, c'est le déclin des partis d'opposition. C'est vrai, je ne dirais pas qu'il y a un déclin, mais nous tendons vers ce déclin si les partis ne se réveillent pas. Oui, mais qu'est-ce qui amène finalement cet émiettement aussi bien dans le monde syndical qu'en politique, hein, quand on sait que dans les pays anglophones, au Ghana, aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup de partis, mais 2 grands partis émergents. Pourquoi dans les pays francophones on assiste à cette prolifération de partis politiques comme les églises là? Bon, je lisais hier sur une plateforme quelqu'un qui donnait des exemples en disant qu'au Nigeria, il y a plus de 10 000 églises, en Côte d'Ivoire, 4 000 églises, donc il y a plus d'églises que d'écoles et de structures sanitaires. C'est vrai. Nous avons confondu la démocratie et le multipartisme. C'est pour cela que je rappelle régulièrement ce que le professeur Ninevi, un visionnaire déjà à l'époque, en 92, disait dans son appel de Tchepo. Démocratie d'abord, multipartisme après. Mais le parti au pouvoir a compris que le multipartisme peut affaiblir les syndicats. Allez, je dis les syndicats, l'opposition. Le parti l'a compris. Lui, il s'est renforcé. Si vous vous souvenez très bien, à un moment donné, beaucoup de partis se sont dissous pour créer UNIR. Il y avait 2 petits partis encore qui se sont dissous pour créer le parti UNIR. Par contre, dans l'opposition, c'est la guéguerre, les insultes, les injures, la bataille des fois inutile. Donc, nous devons repenser l'opposition. Donc, autant dire que vous avez partagé la peau de l'ours sans l'avoir tué. Mais partager la peau de l'ours sans l'avoir tué, c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas compris le message très tôt que la démocratie, ça se construit. Ce n'est pas en multipliant les partis qu'on est en train de construire la démocratie. Dans les années 90-91, lorsque le problème a commencé pour l'ouverture, on a créé la charte des partis politiques et on a mis des conditions. Ça n'a pas empêché d'avoir plusieurs partis. Ça n'a pas empêché d'avoir plusieurs partis. Ça n'a pas empêché non plus d'avoir une liberté d'expression aujourd'hui qui nous crée des problèmes. Ayons le courage de le dire. Nous avons d'autres outils, d'autres canaux d'information aujourd'hui, mais ces canaux, au lieu de former, d'éduquer, contribuent à fragiliser davantage les efforts des uns et des autres. Donc, je crois que nous devons tous revenir en arrière. Est-ce que les partis politiques ne sont pas devenus en quelque sorte des moyens de subsistance pour les leaders, des sortes de fourchettes, comme disait Patrice Talon, avec lesquelles chacun vient prendre sa part du gâteau national? Je laisse cela à Patrice Talon, puisque moi, Adrien Belliquet à côté, ça me fait vivre comment? Je sais ce que ça me coûte, comme beaucoup de dirigeants de partis politiques au Togo. Tout le monde n'a pas le pédigré de Belliquet avant d'être président de parti politique. Mais pourquoi vous y allez si vous n'avez pas la capacité de diriger votre parti? Pourquoi vous y allez crier alors? Tout juste pour crier après? Ou bien pour attendre le moment des élections, dire que nous voulons aller? Non. La dernière élection, sinon les dernières élections locales ont prouvé qu'il faut aller d'abord payer, faire certaines choses. Ah, beaucoup se sont retirés. Donc je pense qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur ce que nous voulons. Si nous voulons vraiment la démocratie, c'est vrai, un des moyens de démocratie, c'est le multipartisme, la liberté d'expression,
la liberté d'association, mais également qu'on ne tombe pas de l'autre côté dans les travers de la chose avec de liberticide complet, quoi. Non, ça, il faut y réfléchir dès à présent parce que 122 partis au Togo, ça donne quel résultat en tant que tel? Pour environ 7 millions d'habitants. Pour environ 7 millions d'habitants, ça donne quel résultat en tant que tel? Vous irez au Nigeria aujourd'hui, bon, il y a des grands partis, il y a des petits partis, mais l'erreur, c'est qu'il ne faut pas que les grands partis croient qu'ils peuvent noyer facilement les petits partis non plus. Parce que c'est les petits ruisseaux qui donnent un grand fleuve. De plus en plus, on assiste à l'érection de ce qu'on peut appeler des États forts, d'autres diront des États dictatoriaux. L'Afrique a-t-elle finalement développé des intolérances pour la pilule démocratique? Tout à l'heure, en faisant votre présentation, j'ai souri un peu. Que l'intolérance à la pilule démocratique, non. J'ai souri un peu. État fort, il faut des États forts. Mais ces États forts ne doivent pas avoir des baïonnettes pour devenir des États forts. Il faut des institutions fortes avec des gens intègres pour diriger ces institutions. Pas des gens qui font du béni oui-oui. Non. Vous savez, lorsque Roland Dumont, ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, est passé à la Cour, au Conseil constitutionnel, il a dit quelque chose à Mitterrand. À partir d'aujourd'hui, oubliez que nous sommes des amis. Je ferai mon travail comme la loi le demande. C'est ça, des hommes intègres pour pouvoir faire leur travail. Un État fort, c'est normal. Oui, mais les États forts, ce sont eux qui engendrent les bénis oui-oui. Non, quand moi je parle d'État fort, je parle d'un État où les institutions sont fortes, qui ne sont pas des bénis oui-oui, des béquilles. Non, des institutions qui sont fortes et qui disent des fois non. Mais dans le cas actuel... Dans le cas actuel, nous sommes en apprentissage, c'est vrai. Plutôt des présidents forts, on va dire. Fort, F-O-R-T. Hein. Bien sûr. Pas de confusion. Le président des États-Unis est un président très fort. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Beaucoup de choses. Est-ce que le président des États-Unis est un président fort dans la mesure où... Non, le président des États-Unis est un président fort, mais qui a des institutions fortes qui contrebalancent sa force. Donc, il ne peut pas décider. Non, il ne peut pas décider sans tenir compte de ces institutions. Non, c'est pour cela que nous avons besoin des États forts. Des États qui ont une vision, qui savent le cap qu'ils veulent prendre. Pour pouvoir avoir des États forts, il faut avoir des institutions fortes qui font leur travail selon la règle du jeu. Mais la question, est-ce qu'on peut avoir des institutions fortes quand nous avons des hommes très forts à la tête des États? Est-ce que c'est des hommes très forts à la tête des États? C'est des gens qui sont élus, à qui le peuple a délégué un pouvoir, et qui ont la capacité et le pouvoir de nommer. Je vous ai donné l'exemple de François Mitterrand et Roland Dumont. Roland Dumont était ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Mais le jour où il a quitté le gouvernement et il est nommé, il a dit à Mitterrand de vive voix, Monsieur le Président, nous sommes des amis, mais à partir d'aujourd'hui, je jouerai ma partition comme la loi me le demande. C'est terminé. Cela ne va pas empêcher François Mitterrand et Roland Dumont de continuer à être des amis. Donc voilà les réalités en Afrique. Nous voulons peut-être être des amis et nous n'arrivons pas à dire ce que nous devons faire, à assumer justement, cette responsabilité. Pourquoi les hommes à la tête des institutions n'arrivent pas à s'imposer? Ah, mais il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Moi, quand j'étais secrétaire général de la CSCT, je me suis imposé. Dans les discussions, je me suis imposé. On ne m'a jamais arrêté pour mes convictions. On ne m'a jamais molesté pour mes convictions et pour mes propos, des fois durs dans les discussions. Non. Donc, c'est une affaire de courage. Il est arrivé que vous soyez déjà molesté, là, tant que syndicaliste. Non, molesté, oui, parce que ça me rappelle, je crois que c'était le 16 novembre 1992, le premier jour de la grève. On était parti lire le communiqué pour les journalistes. On a été molestés. Vous savez,
la démocratie est un apprentissage. Même les pays les plus démocratiques du monde commencent par se dire « Ah, est-ce que ça n'a pas atteint son apogée ?» Regardez ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. Excusez-moi le terme, de choisir le Bénin. De choisir le Bénin. Vous avez donné l'exemple du président Talon. C'est comme ça que lui conçoit. Mais ça n'a pas empêché les gens de se soulever, de dire non. Même si ces gens-là sont arrêtés, de dire non. Non. Donc je pense que c'est les hommes qui doivent être intègres et d'avoir le courage d'assumer leurs responsabilités. Et cette responsabilité qu'on leur a confiée. Si on ne le fait pas, c'est qu'on devient des bénis oui-oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que de plus en plus l'élite politique, l'élite intellectuelle s'aplatit devant le pouvoir d'État? Vous parlez d'élite intellectuelle, tous les intellectuels s'aplatissent toujours parce qu'il faut des calculs. Des calculs. Des calculs. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Les gens font des calculs. C'est tous ces calculs-là qui font que les gens s'aplatissent. Si tu sais que le poste qu'on t'a confié, c'est peut-être pour un an, ou bien peut-être le lendemain même, comme ce qui s'est passé tout récemment en Suède. Le Premier ministre a démissionné 6 heures de temps après parce qu'un parti s'est retiré. On va recommencer. Si tu sais que on t'a remis à un poste et qu'à tout moment on peut t'enlever, il ne faut pas chercher à faire du zèle. Fais ton travail comme cela se doit, selon les règles du jeu, et affirme-toi et on verra la suite. C'est ça. La France est souvent pointée du doigt dans l'instabilité des États, surtout francophones. Vous voyez en filigrane les derniers événements, le convoi militaire bloqué au Burkina Faso, au Niger. On ne sait où il se trouve finalement maintenant. Est-ce que ces accusations sont justifiées? D'abord, il faut remonter un peu au temps colonial. La France doit comprendre que nous sommes l'Afrique au XXIe siècle et cherche à être au rendez-vous de l'histoire. Nous sommes au XXIe siècle et ce n'est plus des jeunes qui ont été formés dans les universités françaises. On leur fait croire que c'est la France qui sait tout faire. Non, il y en a plein de tout. Et que les Français ne se disent pas non plus que l'intelligence est seulement blanche. Les Africains sont intelligents. La première université en Afrique, c'était Tombouctou. Et des Français ont fait le tout pour aller jusque là-bas. René Caillé, nous l'avons appris dans l'histoire. Donc il ne faut pas que les Français croient que les Africains demeurent ce qu'ils ont été à cause des baïonnettes, à cause des fusils. Non. La révolution de la jeunesse aujourd'hui, à tort ou à raison, qui accuse les Français, c'est le comportement des Français. Les gens ne comprennent pas qu'on est venu pour sauver une bande et que 6 ans après, ces attaques deviennent de plus en plus récurrentes. Lorsque la France fait le procès des Russes, que c'est des manipulations des Russes, ça peut être vrai. Je ne dirais pas non. Non. Donc cela veut dire que c'est une convoitise des Européens, des Occidentaux aujourd'hui, l'Afrique. Est-ce que ce constat, on va ouvrir une parenthèse, permet pour dire que les Français n'ont pas fait leur job? Parce que de la même manière, en Afghanistan par exemple, même la Russie s'est cassée les dents avec les talibans. Les États-Unis ont été obligés de plier bagaille. Ça veut dire que pour combattre le terrorisme, forcément, ce n'était pas une victoire annoncée pour les Français. Aucune force extérieure ne peut venir combattre sur un autre terrain et gagner la bataille. Nous ne sommes pas dans une guerre mondiale. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Et personne ne peut savoir où se logent les djihadistes, les terroristes. Non. 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 La France, les Européens, les pays occidentaux doivent changer de cap. Et ce cap, c'est le transfert de la technologie, de la technicité aux Africains eux-mêmes. Aller vivre dans le désert, seuls ceux qui y vivent savent comment y vivent. La France vient en appui dans les opérations de renseignement, tout ça là. Mais aller sur le terrain, c'est très difficile. Donc je pense que la France doit repenser sa politique en Afrique. La France doit repenser sérieusement sa politique en Afrique
et oublier cette hégémonie qui fait croire que sans nous, rien ne peut se faire. Je repose la question autrement. Est-ce que c'est à la France de repenser sa politique étrangère ou à l'Afrique de repenser sa politique Non, c'est à la France de repenser sa politique. La France de repenser sa politique envers les pays francophones. Est-ce qu'il se dit souvent la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache? Est-ce qu'il ne revient pas aux Africains? Ah oui, nous, je comprends très bien que la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et les jeunes ont voulu arracher cette liberté sur le terrain à Kaya, à Bobo-Dioulasso, à Terra, tout récemment. Et la France parle de manipulation. Mais pourquoi parler de manipulation? Pourquoi parler de manipulation? Il faut analyser la situation d'une manière froide. Est-ce que cette jeunesse qui manque de premier emploi, qui se cherche, acceptera demain qu'on lui fasse croire que les Russes sont des mauvais partenaires? Je ne crois pas. La Centrafrique vient de décider pour son programme scolaire l'apprentissage du russe. Cela veut dire que les gens commencent par sortir du giron et ne veulent plus continuer avec la France. Donc c'est la France de réfléchir autrement. Que Wagner soit ceci ou pas, Wagner existe bel et bien. Et c'est les Russes. On ne peut pas me dire que les Russes n'existaient pas en Afrique. Avant 90, avant la chute du mur de Berlin, il y avait des Russes. Les gens allaient dans les études, dans les écoles, dans les grandes écoles russes, dans les pays de l'Est. Qu'est-ce qu'on va leur faire croire maintenant? Vous savez qu'aujourd'hui, au Mali, certains militaires haut perchés parlent russe entre eux pour ne pas se faire comprendre par les autres. Et c'est dangereux. Pour ne pas se faire comprendre par les Français, eux aussi, ils parlent russe. N'oubliez pas l'histoire du Mali. Le Mali a été pendant longtemps communiste. Et les Cubains étaient là. Les Russes étaient là pendant autant de Modibo Keïta. Donc je pense que la France doit comprendre que sa politique en Afrique de développement n'a pas atteint ses objectifs. Je ne rejette pas tout le tort sur la France. Les pays africains doivent concevoir leur propre modèle de développement. Et comme je le dis, ce n'est pas les aides au développement qui développent un pays. Si c'était ça, 50 ans après, je crois que l'aide publique au développement doit déjà développer les pays. Donc nous devons faire des efforts nous-mêmes en créant les conditions nécessaires pour nous-mêmes. Nous pouvons toujours apprendre des autres, mais en cherchant notre propre canal, notre propre voie à suivre. Mais dans cette guerre de positionnement, comment vous comprenez le fait que les dirigeants, eux, s'alignent sur la France? En tout cas, les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, j'ai en mémoire encore le dernier communiqué de la CEDEAO désapprouvant l'arrivée de Wagner, les Russes au Mali. Et pendant ce temps, la société civile, en majorité, semble se positionner sur le front anti-français. Tout regroupement qui ne s'il ne se donne pas des moyens de son existence, est obligé. L'Union africaine, 60-70% du budget de l'Union africaine est fait par l'Union européenne. La Chine. Mais comment le siège de l'Union européenne a été construit par les... Le siège de l'Union africaine est construit par la Chinois. Donc, je pense que l'Afrique d'aujourd'hui doit repenser tous ces regroupements. Est-ce que c'est des regroupements tout juste pour aller dire nous sommes tel ceci, nous sommes tel ceci? C'est des regroupements de développement. La CEDEAO, quand vous écoutez les Maliens aujourd'hui, ils disent que la CEDEAO est née chez eux. Chez eux. Ils critiquent la CEDEAO. Vous voyez ce qui s'est passé en Guinée. Cela veut dire que la CEDEAO a perdu de sa confiance envers le peuple africain. Il faut que la CEDEAO se réveille. Ces communiqués, personnellement pour moi, ne servent à rien. Qu'un pays choisisse de faire un partenariat avec un autre pays, ça c'est son choix. Ça c'est son choix. Qu'un pays se dise à partir de ce moment, nous ne sentons plus nécessaire de continuer dans ce partenariat, mais on peut toujours négocier. On peut toujours négocier. Donc,
Et Gilles, je pense sincèrement que notre continent a besoin d'un nouveau rebond. Notre continent, mais à travers vous surtout, hein, leader de parti, mais pourquoi les partis politiques se taisent face à ces situations? On ne vous entend pas. Non, qui vous dit que les partis politiques se taisent? Là, après, vous me posez des questions, je vous réponds. Parce que je vous ai invité. Non. Est-ce qu'il y a pas nécessité que me posez des questions, partis, soit au pouvoir ou d'opposition, se positionnent? Non, ce n'est pas une affaire d'opposition ou de pouvoir. Sur ce qui se passe, ces grands enjeux actuellement. Non, ce n'est pas une affaire d'opposition ou de pouvoir, de la majorité au pouvoir. Non. C'est une affaire de vision du continent aujourd'hui. Et ce n'est pas une affaire de l'opposition ni de la majorité. C'est ensemble. Donc on ne vous entend pas sur cette vision, votre positionnement par rapport à non, mais si vous lisez tout ce que nous faisons, hein, nos communiqués, vous allez à travers tout ça là que nous lançons un appel, que nous devons définir une nouvelle vision. Nous n'allons toujours pas attendre des autres ce que nous devons faire. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Burkina, à Kaya, heureusement, ce qui s'est passé hier, le président Roch Kaboré doit tirer les leçons automatiquement. Une manifestation qui a été interdite, mais qui a été bravée par des manifestants, cela veut dire que le pouvoir en place ne répond plus. Peut-être à tort par ce qui est le peuple. Est-ce que le Burkina ne va pas vers une deuxième révolution? C'est une parenthèse. Ne le souhaitons pas. Ne le souhaitons pas. Ne le souhaitons pas. Ce que je sais, c'est que le président Roch Kaboré, dans son discours le jeudi soir, on a le sentiment, en suivant les déclarations, les réponses données, qu'il ne s'attendait pas à la demande de son départ du pouvoir. Pour lui, peut-être, je peux me tromper, il a 2 mandats à faire, il finira ses 2 mandats et partir. Mais à un moment donné, le peuple dit non. Nous vous avons confié une certaine responsabilité que vous n'assumez pas comme nous le souhaitons. On ne peut pas comprendre que des militaires qui doivent faire la guerre contre les djihadistes, les terroristes, restent affamés devant des gens de ce genre. Ça devient grave. Ça devient grave pour le peuple. Donc cela veut dire que ces militaires n'ont plus la force nécessaire de rester sur le terrain de combat. Heureusement, il manque d'armes sophistiquées. Heureusement, le président Kaboré a réagi par un discours. Et ce discours est passé vers 23 heures. Donc, le président Kaboré doit tirer toutes les leçons. Et ce qu'il a proposé à faire, il doit faire le plus rapidement possible pour redonner confiance à ce peuple-là. Est-ce que c'est possible encore finalement, parce que j'aime bien vos analyses, parce que souvent, ils sont orientés vers le futur et très justes. Qu'est-ce qui va se passer au Burkina Faso là-bas? Est-ce que le mouvement guinéen, le mouvement malien ne risque pas de contaminer Je ne suis pas tellement sûr. Je ne suis pas du tout... Je ne suis pas un pro-coup d'État, non. Pas forcément un coup d'État, mais non, je ne suis pas un pro-coup d'État. Je n'aime pas... Non, non. Il faut que le président burkinabé, après ce discours à Ration, moi j'ai suivi sur les chaînes privées des débats. Il faut que le président Roch Kaboré sache maintenant que les 54, 55, 56% obtenus commencent par s'essioler et que le peuple n'est plus prêt à le suivre. C'est à lui de créer les conditions pour redonner confiance à cette jeunesse-là. Qu'il appelle à des élections anticipées? Non, il a dit qu'il va refaire son gouvernement, qu'il va aussi prendre des mesures au sein de l'armée. C'est dommage. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne l'armée. C'est dommage, sincèrement, que des militaires qui sont chargés de donner la sécurité aux gens restent affamés et que des blessés réclament d'abord à manger avant d'avoir des soins. Mais au Burkina, le commandement de l'armée a été déjà changé. Les ministères... Ce n'est pas une affaire de commandement, c'est une affaire de suivre le commandement-là. Suppression. Non, lorsque a déjà fait des changements. Oui, Kaboré a déjà fait des changements, je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a un suivi de tout ce qui se fait sur le terrain? Est-ce qu'il y a un suivi de ce qui se fait? Est-ce que c'est une question d'hommes là-bas qui se pose aussi? Moi, je pense que c'est une question d'organisation. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Non, c'est une question d'organisation. Et vous savez, c'est vrai que
En 2014, Compaoré est parti. Mais aux dernières élections, le parti de Compaoré est revenu à la surface. Donc, ce qui veut dire que Compaoré est parti politiquement en tant que chef d'État, mais ce parti demeure. Et n'oubliez pas que les hommes de Compaoré détiennent beaucoup de gens qui ont une certaine capacité de nuisance. Donc, c'est à Blaise, à Roch Kaboré, de comprendre le message de la jeunesse, de comprendre le message même des dernières élections législatives, et de faire en sorte de recréer une union. Ce n'est pas le MPP avec tout ce que l'on crie, union sacrée, ceci, non. Et il y a un problème sur le terrain aujourd'hui. Les jeunes, après l'attaque de Tinata, disent que le gouvernement n'est plus capable de faire ce qu'il doit faire. Et ils ne disent mais pas le gouvernement, ils disent le chef de l'État. Ils le disent ouvertement, le chef de l'État. Moi, j'ai suivi la marche hier, et il y a une chaîne qui l'a couverte. J'ai entendu ce que les gens disent. Donc, cette rue-là, est-ce qu'elle ne risque pas de pousser Roch Kaboré à la porte? Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Mais je suis sûr et certain que Roch a beaucoup d'expérience et que tous ceux qui l'entourent ont beaucoup d'expérience. L'armée a beaucoup d'expérience aussi. Il faudra recomposer les choses et redonner confiance à cette jeunesse et à ce peuple-là. Je rappelle une fois encore à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à ce débat dans la seconde partie, dans une quinzaine de minutes maintenant, avec des questions écrites via WhatsApp au numéro qui défile à l'écran. Je vous le rappelle une fois encore, plus 228 96 46 10 31, 228 96 46 10 31. Commencez déjà par nous envoyer vos questions si vous le souhaitez. Dans ce schéma, Adrien Beliki à côté, sur quelle alliance politique internationale est fondée votre parti, la Convergence patriotique panafricaine? La CPP, la question même convoque un peu la CPP à se déterminer, c'est vrai, mais la CPP a une position, c'est la social-démocratie, qui est très proche du socialisme. La social-démocratie. Mais avant d'aller sur le plan international, créons les conditions d'alliance d'abord sur le plan national. Parce que nos grands-parents disent qu'il faut d'abord balayer sa cour avant de chercher à balayer le dehors. Donc, et moi je pense que le temps est venu pour que nous réfléchissions à une autre forme de politique dans notre pays, en créant les conditions nécessaires de compréhension entre nous. Mais je voudrais vous dire que nous avons déjà pris des contacts avec des partis politiques dans le Maghreb. Et je devais retourner dans certains pays du Maghreb. Malheureusement, le Togo, pendant longtemps, avec le corona, nous empêche de sortir, pas le Togo en tant que tel, mais ces pays refusent de nous recevoir en attendant. Donc, bientôt, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour discuter. On s'écrit pour discuter avec ces partis et créer une alliance internationale. Donc, mais pourquoi vous ne commencez pas le Maghreb? Pourquoi les caresses commencent par le pied? Non, les caresses ne commencent pas par les pieds parce que tout simplement, j'ai beaucoup d'amis aussi bien en Europe que en Afrique, dans le Maghreb. Lorsque tu venais, j'étais en communication avec des gens en Suède. Et bientôt, vous allez voir ce que ça va donner. Je ne vais pas vendre la peau de l'eau sans l'avoir tué. Mais ce qui n'aurait pas été intéressant d'avoir un ancrage national autour de votre idéal de social-démocratie qui, on va dire, ne fait plus recette dans le monde, hein, franchement. Construire votre ancrage sur le plan national, sur le plan africain, avant de vous étendre vers l'international. Qu'est-ce qui fait recette alors dans le monde aujourd'hui? Le libéralisme? Non. Vous savez, les tendances vont et viennent. Aujourd'hui, le monde... La social-démocratie, la tendance, la tendance durable. Hein? Non, la tendance, vous allez en Allemagne, c'est toujours la social-démocratie. Vous allez en Suède, la social-démocratie. Vous allez dans les pays scandinaves, c'est la social-démocratie. Donc ne croyez pas, ne nous limitons pas à la France. Non, ne nous limitons pas à la France. Je pense qu'il faut avoir un esprit plus large concernant ce que nous disons. Mais votre plus grande influence sur le continent, c'est la France et l'Occident. Pour certains, moi pas pour moi.
Pour certains, non. Pour certains, pas pour moi. Je vous dis franchement, ce que je vous dis, je le dis aux amis français. Je le dis franchement aux amis français. Quand je ne suis pas d'accord, je leur dis, mais avec beaucoup de courtoisie et de respect. Est-ce que vous pouvez accéder au pouvoir en Afrique sans être en odeur de sainteté avec l'Élysée? Est-ce que l'Élysée choisit ceux qui doivent être à la présidence? Moi, je pense toujours que cette allégeance que certains responsables font croire aux hommes politiques qu'avant de devenir président, avant d'aller faire ceci, il faut aller faire allégeance à l'Élysée. Je crois que c'est une fausse impression qu'on donne. Je vous repose la question autrement. Est-ce que l'Élysée fait partie des présidents en Afrique? L'Élysée fait partie des fait présidents. Partir, hein? Non, je sais, fait partie des présidents en Afrique. Je ne suis pas sûr. Ah ben vous n'avez pas assez écouté Laurent Gbagbo. Non. Laurent Gbagbo est un ami, il est socialiste comme moi. Laurent Gbagbo, reconnaissons-le, vous ne pouvez pas venir au pouvoir et décimer tout ce que les gens ont fait avant vous. Comme le disent nos grands-parents, quelque chose qui est noué au rêve de quelqu'un, avant de l'avoir, il faut caresser son dos jusqu'à le prendre. Laurent Gbagbo peut-être a commis certaines erreurs, a voulu dénoncer certaines choses. Nous sommes en politique et nous sommes également en diplomatie. Tout ne se dit pas sur la place publique. Même en démocratie, lorsque la diplomatie veut parler, tout ne se dit pas sur la place publique. Il y a des choses qui se font dans les coulisses. Dire que l'Élysée fait partie des présidents, ça s'est passé dans le temps. Oui, avant le courage de le dire, ça s'est passé dans le temps. Il y a eu des coups d'État fabriqués de loin. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle montée de la jeunesse, de nouvelles classes, ces coups d'État commencent à être de plus en plus rares. Mais je ne dis pas que l'Élysée ne peut pas le faire. Tout dépend des acquaintances que vous-même vous avez avec l'Élysée. Si vous n'avez aucune acquaintance avec l'Élysée, vous discutez d'égal à égal. Pourquoi Talon n'est pas encore dégagé de là-bas? Talon, quand il est arrivé, il a dit publiquement, je n'ai rien obtenu pour faire ma campagne de Bolloré qui me fiche la paix. Est-ce qu'il a été chassé du pouvoir? C'est parce qu'il a créé des conditions nécessaires pour se faire respecter. Voilà la condition. Nous devons nous faire respecter. C'est tout. Pourquoi la mayonnaise CPP, depuis sa création, n'a pas encore pris? Vous parlez de quelle mayonnaise? Fabriquée au Togo, que nous fabriquons, mais des mayonnaises préfabriquées comme nous envoie. Comme nous envoie. Non, Gilles, je te renvoie la balle. Vous parlez de quelle mayonnaise? Je vous ai dit tout à l'heure que tout peuple, mais certaines idées tardent à être comprises par un peuple. Pendant longtemps, nous avons pensé que le populisme peut renverser le régime qui était là. Pendant longtemps, après la conférence nationale, on criait dans les rues. Mais je me souviens que quand Edem Kodjo, paix à son âme, parlait déjà du grand pardon, il a eu toutes les flèches possibles. Quand le professeur Dinevi, je le répète, démocratie d'abord, multipartisme après, le disait, les gens ne le comprenaient pas. On croyait qu'en criant dans la rue, en traînant des casseroles, en faisant du bruit, mais le régime est là. Eux, ils riaient. Eux, ça leur permettait de dire à l'extérieur que, mais vous voyez, c'est la démocratie. Chacun dit ce qu'il pense. Maintenant, revenons sur terre pour nous dire. Moi, je suis très heureux de constater que depuis un certain temps, beaucoup de discours parlent du vivre ensemble. Ils ne disent pas tout haut le grand pardon, parlent du vivre ensemble. Je ne suis pas sûr que demain, si X de l'opposition prend le pouvoir, qu'il va mettre dehors du Togo tous ceux qui sont d'unir, ou bien tous ceux qui ont
en fait le RPT. Je ne suis pas sûr. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, la mayonnaise peut prendre du temps, mais cette mayonnaise commence par prendre. Ça, je te le dis ouvertement. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Je ne veux pas étaler tout ce que nous sommes en train de faire. Les résultats tangibles. Des résultats tangibles, vous les aurez bientôt. Les résultats ne sont pas des résultats visibles. Vous savez, à la concertation, la CNAP, la concertation nationale des acteurs politiques du Togo. Lorsque je disais, attention, la CPP, au nom de la CPP, ne parle pas seulement politique. Quel est le développement que nous voulons faire? Comment faire ce développement? Quelle est l'économie? Quel est le style économique que nous avons? Et parlons également de l'économie et du développement, parce que tout parti politique fait toujours un bilan social. Vous ne pouvez pas me dire que lorsqu'on va élire un président, il dira, bon, tel parti a bien fait 10, tel parti a mal fait 5. Non. Qu'est-ce que le peuple attend de ces partis? C'est ça la réalité. Donc, parlons également, mais ça a été accepté. Et il y a d'autres propositions. Donc, je pense que, sincèrement, la CPP a mis du temps pour faire passer le message, parce qu'à un moment donné, nous avons pensé plus au populisme, en insultant. Si vous n'insultez pas EADEMA, si vous n'insultez pas le régime, vous n'êtes pas un opposant. Et donc vous pensez que les résultats obtenus après les travaux de la CNAP sont des résultats satisfaisants, pendant que certains partis de l'opposition parlent de pipeau? Libre à eux de faire leur choix. Ils ont fait un choix en disant que c'est des pipeaux. Moi, je pense, et au nom de la CPP, que nous avons fait un petit pas. Ce n'est pas de grands pas, mais ce que nous avons obtenu, comment le traduire dans les faits au moment des exécutions pour tirer profit de ces résultats. C'est ça ce qui m'intéresse, et c'est ça ce qui intéresse certains aujourd'hui. C'est ça ce qui nous intéresse également à la CPP. Donc, que les gens parlent du pipeau, ça fait partie également du populisme dont je fais allusion. Faire croire qu'on peut l'avoir, ça fait 30 ans, ou bien 31 ans, 30 ans, que la conférence nationale s'est tenue. Des gens ont fait, la fois passée, le bilan, certaines chaînes ont fait le bilan. Et 30 ans que nous sommes sur place. Et qu'attention, que 30 ans après, ce peuple commence par être fatigué de dire que demain vous aurez le pouvoir et qu'ils ne l'ont pas. Que le pouvoir peut changer demain, qu'ils ne l'ont pas. Donc réfléchissons autrement maintenant. Est-ce que la CPP... Pour ne pas dire le Togo autrement. C'est le slogan de notre parti. Est-ce que la CPP ne gagnerait pas à se fondre dans un regroupement politique de l'opposition? Qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance Victoire Tomenga Dogbe et la CPP? Quel peut être son repositionnement politique? Comment se prend-elle pour affronter les élections prochaines à venir, les législatives et la présidentielle surtout? Nous reparlerons de tous ces sujets dans la seconde partie, de même que vos questions et vos contributions à ce débat au 96 46 10 31 procédé de l'indicatif 228. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la suite de Forum.